Donc, je suis Céline Thiebaud-Martinez, je suis la présidente de la CLE, la coordination des lobbies européens des femmes. Et donc, j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire qui a été proposé par Marie-Joseph de Villers à l'occasion de l'Assemblée générale de la CLE, puisque le sujet du genre forcément pose des questions auprès des féministes et notamment auprès des associations de la CLE. Donc, vraiment, je voulais remercier Marie-Joseph de cette proposition et puis le WDI d'avoir accepté de faire un événement spécifique pour nous, même si de fait, il est ouvert. Donc, je crois qu'on a 1h30 en Zoom. Donc, ça, c'est particulier. On s'est posé sous forme de questions, si j'ai bien compris. Donc, on va traiter le sujet comme une question et ça tombe bien. Et je vais vous laisser la parole. Merci à toutes d'être là et merci pour cette opportunité. Bonjour et merci pour l'organisation de cette formation et merci d'y participer. Nous intervenons, Corinne et moi, en tant que membres de la WDI, Women's Déclaration internationale, droits des femmes basés sur le sexe. Notre intention, c'est de vous proposer un état des lieux sur la situation en France, mais également mondiale, ainsi qu'un éclairage sur le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre et les conséquences de ce remplacement sur les droits des femmes et des filles. Ce remplacement, il est souhaité, encouragé et accompagné par un mouvement que nous appelons transactivisme. Il faut bien lui donner un nom. Il s'agit d'un nouveau courant de pensée que nous allons tenter de décrire et dont nous allons tenter de retranscrire le plus fidèlement possible les propos. C'est une tâche relativement difficile puisque les mots utilisés couramment sont redéfinis par ce mouvement. Alors, dans un premier temps, nous allons donc rappeler les définitions qui sont communément admises, enfin qui étaient communément admises avant l'apparition de ce mouvement qu'on appelle transactiviste. Attendez, voilà. Puis, nous montrerons comment les concepts féministes et humanistes sont redéfinis et détournés par ce mouvement. Et les impacts de ces nouvelles définitions et de ces détournements pour les droits des femmes et pour les droits des filles. Et dans un troisième temps, nous vous parlerons de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, qui est le texte fondateur du WDI, le WDI étant un mouvement mondial qui revendique que les droits des femmes soient en fonction du sexe et non pas en fonction de l'identité de genre, puisque les violences que subissent les femmes sont en fonction du sexe et non pas en raison d'un sentiment intime qu'on aurait d'être des femmes. Alors, je vais laisser la parole à Corinne qui va nous présenter la matérialité du sexe biologique. Voilà, donc moi je me présente, tout le monde me voit parce que… Oui, c'est bon? Oui. Oui, ok. Donc, je suis Corinne Guyonnet, je suis psychologue et thérapeute en santé sexuelle. Alors là, aujourd'hui, je vais revenir à des choses extrêmement basiques en vous présentant la matérialité du sexe biologique. Eh bien, je rappelle que nous sommes des mammifères et comme tels, il n'y a que deux sexes, mâle et femelle. Le sexe a un fondement biologique pour la reproduction de toutes les espèces de mammifères. Ce sexe est observé à la naissance, il est observé, voilà. Il s'ancre dans une réalité matérielle constituée de 5 critères. Donc l'appareil génital qui peut s'observer, vulve, clitoris chez la fille, pénis chez le garçon, les gonades, ovaires chez les femmes et testicules chez les hommes, les gamètes, les ovules chez les femmes et les spermatozoïdes chez les hommes, les hormones, œstrogène et progestérone, et puis chez les hommes, la testostérone. Également, 5e critère, ce sont les chromosomes, XX pour les femmes et XY pour les hommes. En ce qui concerne l'intersexualité, ce qu'on appelle les intersexes, donc l'intersexualité est en fait liée à une anomalie génétique, chromosomique, anatomique, gonadique ou hormonale qui vient confirmer la binarité du sexe biologique. Le sexe biologique d'une personne est inscrit dans quasiment la totalité de ses cellules et pas seulement dans ses organes génitaux. C'est une réalité qu'on ne peut changer. Donc, il est impossible de changer de sexe.
Je ne sais pas si tu peux mettre les diapos, Marie, la diapo. Voilà, donc il est impossible de changer de sexe. Vous le voyez sur cette diapositive. Et puis, la deuxième diapositive. Une femme est une femelle humaine adulte. Un homme est un mâle humain adulte. Cette définition est basée sur des caractéristiques neutres, telles que c'est un être humain, c'est une femelle. En ce qui concerne la femme, c'est un être humain, c'est une femelle et c'est une adulte. Donc, cette définition comprend aucun stéréotype, aucun ressenti, aucune conduite à suivre, aucune destinée prédéterminée. Elle comprend uniquement une biologie commune et les expériences vécues qui y sont afférentes, comme la grossesse, les règles, etc. Donc, cette définition de ce qu'est une femme ne statue pas sur l'état de santé reproductive. Elle comprend les femmes fertiles ou non fertiles, ou stériles, ménopausées ou non, ayant une condition intersexe ou non, et elle exclut les personnes mâles de tout âge. Les catégories mâles humains ne sont pas des femelles humaines, les deux catégories s'excluent mutuellement. Donc, cette définition n'est pas essentialiste. Essentialiste, ça voudrait dire qui consisterait à prétendre qu'à partir du sexe biologique, on pourrait, en découlerait des comportements, des caractéristiques sociales. Eh bien non, voilà, elle n'est pas essentialiste dans le sens où elle ne cherche pas à naturaliser le genre, donc les stéréotypes et les rôles sociaux. Par exemple, je vous donne un exemple, les femmes possèdent un instinct maternel. Voilà, ce serait essentialiste de dire ça. Donc, l'oppression millénaire des femmes est basée sur cette biologie, sur la biologie commune qu'ont les femmes, ou dit autrement, sur notre classe de sexe. Voilà. Je laisse la parole à Marie pour la suite. Voilà. Donc, je suis donc membre du VDI et formatrice sur les questions des violences faites aux femmes et violences pédocriminelles. Et je viens de terminer un diplôme d'université sur les violences faites aux femmes à Paris 8. J'ai fait mon mémoire sur les jeunes filles qui ne veulent pas être des filles ou des femmes, donc qui se déclarent trans. Donc, je vais vous parler des violences basées sur le sexe et de leur réalité. En tant que féministes, nous parlons des violences faites aux femmes. Alors, évidemment que nous sommes aussi contre toutes les violences, contre toute personne et contre tout groupe humain, quel qu'il soit. Et les femmes ne sont pas la seule catégorie humaine à subir des violences, des discriminations, des inégalités. Pour parler d'autres groupes, évidemment, les personnes homosexuelles, les juifs, les personnes en situation de handicap, les gens qui ne se conforment pas aux stéréotypes, les prolétaires, etc. Mais être féministe, évidemment, ça ne signifie pas qu'on se contrefiche de toutes ces autres catégories humaines. Ça signifie simplement qu'on travaille spécifiquement à l'égalité entre les sexes. D'autres personnes, ou nous-mêmes parfois dans d'autres groupes, nous travaillons à lutter parfois, ou d'autres gens le font, contre d'autres formes de discrimination ou d'inégalité que nous sommes nombreuses à rêver de voir toutes disparaître. Mais pour ça, pour lutter efficacement, les bons sentiments ne suffisent pas. Il ne suffit pas de bonnes intentions, ou alors il ne suffit pas de déclarer qu'on rêve d'un monde meilleur. Au contraire, il faut étudier les mécanismes qui oppriment chaque groupe humain, parce que les discriminations n'ont pas toutes la même logique. Selon les groupes humains, il peut s'agir de volonté de faire disparaître, notamment lors des génocides, de tentatives de normalisation contre les homosexuels ou les personnes non conformes, par exemple, d'exploitation de la force de travail, d'exclusion, de non prise en compte des besoins pour les personnes en situation de handicap, par exemple, d'appropriation, comme dans l'esclavage. Et nous, en tant que femmes, on est concernés par certaines de ces formes-là. Donc, ce qu'on va faire, puisque là, on est en train de parler du féminisme et que notre sujet, c'est la violence et les discriminations envers les femmes, on va essayer de tenter de définir quels sont les mécanismes, enfin, ça a été fait avant aujourd'hui, quels sont les mécanismes et la racine de ces violences. Notre difficulté actuelle à envisager cette racine vient, il me semble, de l'évolution récente de la condition féminine. En 2023, les femmes subissent toujours des violences. Mais les avancées pour les droits des femmes et l'égalité entre les sexes, dans les textes internationaux comme dans les lois au niveau national,
Si elles sont bien sûr positives, ces avancées, elles tendent à invisibiliser les causes profondes des inégalités persistantes. Les femmes ont aujourd'hui le droit de vote, d'ouvrir un compte et de travailler sans l'autorisation du mari. Elles ne peuvent plus être achetées normalement par un homme et ne sont plus sous la tutelle officielle du père ou du mari. Les violences que subissent les femmes peuvent donc ressembler, si on ne revient pas à la source de leur domination et si on ne s'y penche pas plus, ces violences peuvent ressembler à n'importe quelle violence contre n'importe quel groupe humain. Or, ce n'est pas le cas. Si on parle des violences sexuées, c'est bien parce que la variable sexe a une incidence sur la plupart des violences. Les femmes subissent globalement plus de violences et lorsqu'elles en subissent, c'est majoritairement au sein du foyer. Et quand les hommes subissent des violences, c'est plutôt à l'extérieur. Et troisième chose, la majorité des violences sont commises par des hommes. Donc on voit bien que le sexe a encore une incidence sur le fait de subir des violences et sur les types de violences subies. Certaines violences qui sont moins présentes aujourd'hui dans nos sociétés illustrent pourtant particulièrement la spécificité des violences faites aux femmes. Je vais donner les exemples qui sont très parlants. Le mariage forcé, l'excision, l'enfermement, les ceintures de chasteté, les punitions plus lourdes pour les femmes adultères que pour les hommes. Alors, même si ces violences, elles sont moins présentes aujourd'hui, elles fondent la totalité des violences actuelles et la raison profonde de cette domination. Puisque tout ce que je viens de vous citer là, ça permet aux hommes de s'assurer que la descendance est bien la leur. Donc, c'est des violences qui permettent l'appropriation par un homme des capacités reproductives des hommes, des femmes, puisque les hommes biologiquement ne possèdent pas ces capacités. Et donc, ils doivent s'approprier le corps des femmes pour avoir une descendance. Et c'est pour ça que Colette Guillaumin parle d'appropriation des femmes par les hommes. Et si cette appropriation, elle est biologique à la base, puisqu'il s'agit de s'approprier nos capacités biologiques, elle s'étend, cette appropriation, à la personne entière de l'épouse. Capacité reproductive, force de travail, corps, droit à la vie, esprit par la charge mentale, etc. Donc, c'est la personne entière de la femme qui est appropriée. Et ça, Colette Guillaumin l'explique vraiment très bien. Elle l'explique aussi à une époque où c'était plus visible. C'est pour ça que je reviens à, oui, ce qui existe encore maintenant comme violence, c'est lié à ce qu'on ne voit plus. Et même si cette appropriation est moins visible, le fait que des femmes subissent encore des violences, ça montre que l'appropriation, elle est toujours présente. Malgré les avancées, les femmes, elles continuent d'être appropriées individuellement par le conjoint. Double journée de travail, féminicide, ça s'explique par le fait que la conjointe reste d'une certaine façon la propriété de l'homme dont il peut disposer. Et cette appropriation, si elle n'est plus nommée explicitement dans le Code civil, elle est malgré tout exprimée clairement dans certaines situations qu'on pourrait prendre pour des faits divers si on ne revenait pas à la racine des violences envers les femmes. Je pense à l'affaire récente du Vaucluse, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est vraiment une illustration flagrante de cette appropriation. Un homme a drogué sa femme pendant des années afin de la prêter à des hommes qui la violaient. L'un d'eux, pour se défendre, dit « c'est sa femme, il fait ce qu'il veut avec ». Et les autres partaient complètement du principe qu'elle lui appartient. C'est atroce. Mais ça montre vraiment que cette appropriation, elle existe encore. Et l'appropriation, elle s'étend de la conjointe, elle s'étend aussi aux enfants, par l'inceste, qui est quand même majoritairement commis par les hommes, par les violences commises sur les enfants, notamment lors des séparations du couple, par le nom qui reste majoritairement celui du père, etc. Et cette appropriation, elle est aussi collective, puisqu'une femme, elle va s'occuper de tous les membres de la famille, les beaux-parents, recevoir les amis de monsieur, enfin, etc. Colette Guillaumin en parle. Et chaque femme, d'une certaine façon, c'est la propriété de tous les hommes, puisque c'est vrai que souvent, en tant que femme, on se rend compte que les hommes s'attendent à ce qu'on soit disponible. Ça peut être par le harcèlement de rue, mais aussi quand les hommes pensent qu'on est disponible pour être à leur écoute quand ils ont des besoins. Enfin, des besoins de se confier ou autre. Et on voit aussi que les femmes ne peuvent pas se refuser aux hommes. Et la prostitution, ce serait comme selon les partisans les partisans de la prostitution, les anti-abolitionnistes, ce serait une réponse aux soi-disant besoins irrépressibles des hommes, ce qui montre bien que les femmes sont encore un bien commun et non des personnes qui auraient des désirs propres.
Alors, le sexe, c'est non seulement une catégorie biologique, et ça aurait pu n'être qu'une catégorie biologique en dehors des moments de reproduction. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences entre les femmes et les hommes au niveau social. Mais partout dans le monde, ce n'est pas le cas. Il y a des différences sociales. Et c'est pour ça que les féministes matérialistes parlent des classes sociales de sexe. Et c'est bien l'appropriation qui définit ces rapports sociaux de sexe. D'autres catégories subissant des violences ou des discriminations ne sont pas appropriées. Les transactivistes parlent des personnes cis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. Personnes cis, ça désigne selon eux les personnes qui ne sont pas trans. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire trans, on y reviendra après, mais enfin bon, il y a les cis et il y a les trans. Or, admettons, mais il n'existe pas de société où les cis achèteraient des trans, ou alors une société où les hétéros pourraient acheter des homos ou les faire travailler gratuitement dans une maison. Une personne dite cis, elle ne peut pas dire à une autre personne dite cis, tiens, je te prête ma personne trans, fais-en ce que tu veux. Non. La nature des violences, elle n'est pas du tout la même. Ce n'est pas un rapport d'appropriation. Donc, si on veut comprendre les violences faites aux femmes, il faut comprendre déjà le mécanisme qui est l'appropriation. Et c'est sur la compréhension de ces mécanismes d'appropriation des femmes par les hommes que nous devons nous appuyer si nous voulons lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Donc, lutter contre l'appropriation, ça passe par l'abolition de la puissance maritale, mais aussi par la pénalisation des clients prostitueurs ou l'interdiction pour, par exemple, certains gays des pays riches qui réclament le droit d'accéder aux utérus des femmes pauvres pour s'assurer une descendance. Là, on est encore dans l'appropriation collective des femmes. Donc ça, c'est des exemples de lutte réelle et non pas simplement, parce que souvent, j'entends en tant que formatrice, ah oui, pour lutter contre les violences faites aux femmes, il faut changer les mentalités. Mais les mentalités, elles ont changé. Enfin, il suffit de regarder les archives INA dans les années 60-70. Les hommes disent des choses qui seraient plus entendables aujourd'hui. Enfin, donc, elles ont changé les mentalités. En fait, ce qu'il faut globalement, il y a encore des masculinistes revendiqués, mais globalement, elles ont changé. Donc, ça montre bien que ce n'est pas les mentalités qu'il faut changer, c'est la possibilité matérielle de pouvoir s'approprier les femmes, la possibilité matérielle pour les hommes de s'approprier les femmes. Donc, ça passe par plein de choses. Alors, si on ne pense pas ça, on va faire des politiques ou des actions qui vont passer à côté du problème. Voilà. Pour conclure, la définition commune du mot « femme » qui désigne une réalité biologique, ça permet aussi de nommer politiquement un groupe humain discriminé sur la base du sexe. L'orientation sexuelle, c'était aussi une notion que jusqu'ici, tout le monde comprenait avant l'apparition du mouvement transactiviste. Bon, on est attiré par les hommes, par les femmes, ou on est bi. Bon. Le sexe, ça a une incidence sur les relations amoureuses indépendamment de la norme sociale. La majorité des personnes ont une attirance plutôt pour les personnes de l'autre sexe, d'autres sont attirées par les personnes de même sexe, et même s'il existe des personnes bisexuelles, la plupart des gens ne sont pas attirés par les deux sexes. C'est comme ça. Là, c'est en train d'être remis en cause par les transactivistes, on va le voir. Pendant longtemps, l'homosexualité a été réprimée. Il y avait des thérapies de conversion, etc. Enfin voilà, et l'homophobie existe toujours. Mais quand même, depuis quelques années, l'homosexualité est moins réprimée. Il y a quand même quelques années de répit. Et malheureusement, on va le voir, cette période de répit, elle arrive à son terme avec l'apparition du mouvement transactiviste qui est extrêmement homophobe. Alors, le genre, troisième concept, contrairement au sexe et à l'orientation sexuelle, ce n'était pas forcément un concept compris et connu par tout le monde. Mais jusqu'à l'apparition du mouvement transactiviste, il avait une définition en sociologie. Souvent, lorsqu'on parle du genre, la première chose à laquelle la plupart des personnes pensent, c'est les stéréotypes. Et effectivement, les stéréotypes font partie du genre. Les hommes, comme les femmes, doivent s'y soumettre. Ils doivent se soumettre aux normes de genre, et les hommes aussi peuvent souffrir de discrimination s'ils ne se conforment pas aux normes. Alors, même si les normes elles peuvent varier en fonction des sociétés et des époques, la croyance en des caractéristiques propres aux deux sexes, que Françoise Héritier décrit, elle est présente partout.
Ces caractéristiques s'opposent sur le mode actif-passif, chaud-froid, fort-faible, sec-humide, etc., etc. Donc, en fait, ce que remarque Françoise Héritier, c'est que les humains superposent à une observation d'une réalité biologique, matérielle et observable, une symbolique qui amène à penser qu'il y aurait une nature féminine au-delà du sexe. Et c'est comme ça qu'on en arrive à parler de l'éternel féminin. Or, l'idée qu'il existerait quelque chose qui relève du féminin ou du masculin au-delà du sexe et de tout ce qui est empiriquement observable, ça correspond à la définition de la métaphysique. On ne peut pas élaborer de connaissances sur ce soi-disant éternel féminin, ni prouver qu'il existe. Croire en quelque chose, croire en l'existence de quelque chose de fondamentalement féminin au-delà de la biologie, c'est ça, en fait, c'est ça qu'on appelle l'essentialisme, et c'est contre ça que les féministes se battent depuis quand même assez longtemps. Alors, avant, avant l'apparition du mouvement transactiviste, on avait les féministes qui disaient mais non, en fait, c'est des stéréotypes et il n'y a pas d'éternel féminin. La plupart des gens commençaient à admettre ça. Et puis, on avait des gens comme, par exemple, M. Zemmour. Il considère que les femmes n'incarnent pas le pouvoir. Et en disant ça, il exprime sa croyance en des caractéristiques propres aux deux sexes, caractéristiques qui ne sont pas démontrables. Alors, ces caractéristiques, soi-disant naturellement féminines et masculines, elles ne sont pas équivalentes. Françoise Héritier, elle parle de la valence différentielle des sexes, le masculin étant évidemment supérieur au féminin. Voilà, donc ça, c'était jusqu'à l'apparition du mouvement transactiviste. On va voir après qu'il y a un retour de cette croyance en l'éternel féminin avec le transactivisme, on en parlera dans la deuxième partie. Mais les stéréotypes, donc ce qu'on vient de voir, en fait, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg du genre. La plus grande partie du genre, la partie la plus importante, ce sont les rapports sociaux entre les sexes. Les violences à l'égard des femmes, elles sont facilement observables par tout le monde. On voit bien, il suffit de regarder les statistiques, on voit bien qu'il y a des violences faites aux femmes. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur l'explication de ces violences et sur la cause de ces violences. Alors pour certains, il va s'agir d'une nature masculine les hommes seraient naturellement violents. Alors ça, ce n'est pas l'explication que donnent les féministes, c'est plutôt les masculinistes qui parlent d'une nature masculine violente. Ça leur permet de justifier la domination à l'égard des femmes comme relevant de la nature. On serait naturellement fait pour être dominé par les hommes. Bon, ça, c'est la première explication, une espèce de tare biologique des hommes. Et la deuxième explication, qui semble quand même la plus probable pour expliquer ces violences, c'est que cette domination a une origine sociale. C'est le positionnement du Conseil de l'Europe et de la Convention d'Istanbul qui affirme que la violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. Pour ça, je vous ai cité le Conseil de l'Europe. Et donc cette inégalité, Colette Guillaumin précise, il s'agit d'un rapport inégalitaire, certes, mais d'une inégalité spécifique, celle d'appropriation. C'est pour ça que les sociologues féministes parlent des rapports sociaux de sexe, une classe de sexe étant appropriée par l'autre. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, avant je parlais du genre, mais depuis que ce mot genre il a été redéfini, je parle plutôt des stéréotypes de sexe et des rapports sociaux de sexe, qui revient au même en fait. Et c'est beaucoup plus clair parce que ça remet ça replace le mot sexe, parce que le genre sans le sexe, ça ne pourrait pas exister. Les stéréotypes, c'est donc la partie émergée, celle qu'on voit au premier abord, mais ce qui fonde les stéréotypes, la partie la moins visible et pourtant la partie la plus importante, ce sont ces rapports sociaux. Donc le genre, défini par les sociologues féministes, c'est un rapport social d'appropriation. Et donc les féministes, elles luttent à la fois contre ces rapports sociaux de sexe, mais aussi contre les stéréotypes. Donc là, on voit bien que le genre, c'est un rapport social, c'est un fait social. Ce n'est pas une caractéristique individuelle. Jusqu'au mouvement transactiviste, les gens n'avaient pas un genre. Enfin, je veux dire, ce n'était pas quelque chose qui nous définissait. D'ailleurs, on ne disait pas je suis de tel genre ou je suis de tel genre. C'est un rapport social. Et Christine Delphi, qui est une sociologue féministe matérialiste, parle du genre et non pas des genres.
Donc, voilà, on parlait du genre et non pas des genres. Alors maintenant qu'on a passé en revue les définitions communément admises jusqu'ici, on va explorer les nouvelles définitions et les nouveaux termes issus du mouvement transactiviste. Alors, quand les transactivistes parlent du genre, enfin, en fait, ils parlent des genres, ils ne parlent pas du genre, justement. Ils ne se réfèrent pas du tout à la même définition que nous, les féministes. C'est pour ça qu'en fait, on ne se comprend pas. On n'a pas le même langage. On va voir comment et pourquoi ce concept a évolué. Alors, on l'a vu, le genre, c'est aussi un ensemble de stéréotypes. Et ces stéréotypes, ils font obstacle à la liberté individuelle si on ne s'y conforme pas. Ne pas se conformer aux stéréotypes vestimentaires, ne pas être hétérosexuel, etc. Ça peut amener des individus des deux sexes à subir ce qui est représenté dans la partie émergée de l'iceberg. Donc, la norme sociale, elle fait obstacle à la liberté individuelle, en fait. Les mouvements homosexuels, ils sont historiquement contre la norme sociale et donc pour la liberté. En ce qui concerne les femmes, ce qui fait obstacle à la liberté des femmes en tant que classe sociale, c'est le manque d'égalité. Donc, on n'est pas sur la même problématique. Si les femmes sont concernées quand même par les deux parties de l'iceberg, parce qu'évidemment, elles sont aussi soumises aux stéréotypes et de manière souvent plus importante que les hommes, mais malgré tout, elles ne doivent pas oublier la partie immergée qui constitue la racine de leur discrimination. Mais cependant, liberté et égalité, ce n'est pas incompatible. Et les droits des femmes ne sont pas incompatibles avec le droit des homosexuels à aimer qui ils veulent ou le droit de qui que ce soit à s'habiller comme il a envie. Alors, dans les années 90, il y a un mouvement qui est apparu, le mouvement queer, qui ressemblait pas vraiment, enfin, qui n'était pas tout à fait comme le mouvement qui s'appelle queer maintenant. C'était des gens qui subvertissaient joyeusement les codes, mais cette subversion des codes, elle n'entrait pas forcément en concurrence avec les droits des femmes. La subversion qui était prônée par le mouvement queer des années 90, elle n'était pas adaptée pour lutter contre un rapport d'appropriation des femmes par les hommes, mais elle convenait très bien à la lutte homosexuelle, puisque la subversion comme réponse à la norme sociale, on se dit que c'est adapté. Par contre, comme réponse à une appropriation, on ne voit pas trop. Mais voilà, ça pouvait servir à la lutte homosexuelle. Alors, le problème, c'est quand Judith Butler a voulu mélanger les deux mouvements homosexuels et féministes, elle a invisibilisé la partie immergée de l'iceberg qui est l'appropriation, et elle a axé son féminisme sur la subversion et non plus sur l'égalité entre les sexes. Ça lui passe au-dessus de la tête. Selon elle, Judith Butler, penser la domination masculine comme ayant une mécanique universelle, ça n'a pas de sens. Alors, elle a raison sur un point. Il n'y a aucun modèle, quel qu'il soit, qui pourra rendre jamais compte parfaitement de la complexité du réel. Mais pour penser le réel, on a besoin de le modéliser, sinon on ne peut pas le penser. Et même si la condition des femmes varie d'une culture et d'une époque à l'autre, le modèle d'appropriation des femmes, il est quand même universel. Et refuser, comme le fait Butler, tout modèle descriptif ou explicatif, c'est invisibiliser la réalité qui est pourtant partagée par la plupart des femmes. Alors en plus, elle introduit la notion d'identité. Alors elle ne parle pas encore d'identité, je ne crois pas qu'elle parle d'identité de genre, mais elle parle d'identité en parlant du sexe. Alors que le sexe, ce n'est pas une identité, c'est une caractéristique. Chaque être humain est unique et présente des caractéristiques diverses. La taille, la couleur de peau, la couleur des yeux, la forme du visage, le sexe, etc. Et ces caractéristiques, ça ne constitue pas des identités. Alors elle a dit ici, c'est une identité, le sexe. Bon, d'accord. Le genre qui est décrit, alors en autre différence, c'est que le genre, quand les sociologues féministes parlent du genre, elles parlent d'un rapport social. Mais quand Butler, elle parle des genres, elle désigne à nouveau une caractéristique individuelle. Et elle commence à introduire l'idée qu'il y aurait plein de sexes différents. Voilà. Il y aurait tout un continuum, je ne sais pas. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait plein de sexes différents, mais alors, s'il existe plein de sexes, quand les femmes, elles n'avaient pas le droit de vote, comment elles se passaient les élections? Est-ce que non, mais là, je fais un peu de la provocation, mais à un moment donné, il faut m'expliquer si, OK, le sexe n'existe pas, mais socialement, il n'existe pas.
Bon, déjà, biologiquement, ça ne tient pas la route, mais socialement, quand les femmes n'avaient pas le droit de vote, est-ce que les voix de chaque personne étaient pondérées à leur degré de masculin et de féminin qu'il y avait dans leur sexe? Ben non, c'était soit on avait le droit de vote, soit on n'avait pas le droit de vote. Donc, socialement, ça ne tient pas la route, cette histoire-là. Les droits des femmes, ils ne sont pas en fonction d'un continuum de sexe. C'est soit on a des droits, soit on ne les a pas. Alors, pour résumer Butler, je ne vais pas la résumer en 3 phrases, mais bon, elle voit le genre uniquement comme un obstacle à la liberté individuelle et non plus comme un rapport inégalitaire d'appropriation. Ça, c'est complètement zappé. Elle nie que les femmes, qu'il existe une condition universelle des femmes. Pour elle, le sexe, c'est une identité. Et le genre, ce n'est pas un rapport social, mais c'est un ensemble d'identités multiples et multipliables au gré des envies. Alors, c'est comme ça c'est un peu l'histoire, c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir cette notion d'identité de genre, puisque depuis quelques années, on entend parler de cette fameuse identité de genre sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. D'ailleurs, la définition, on va voir, elle est vraiment très floue. Et cette notion d'identité de genre, elle vient vraiment, elle découle de la définition par Butler du genre, c'est-à-dire une caractéristique individuelle et non plus un rapport social. Alors, l'identité de genre, elle est définie, entre guillemets définie, parce que vous allez voir, par les principes de Yogyakarta. Alors, les principes de Yogyakarta, c'est un texte qui n'a rien d'officiel, qui a été ratifié par aucun pays, mais qui sert au niveau international de référence, souvent de référence, pour les droits des personnes dites LGBT. Parce qu'on ne parle plus de personnes homosexuelles, on ne parle plus de mouvement homosexuel, on parle d'un sigle qui va s'allonger indéfiniment. Alors, on va s'accrocher. L'identité de genre est comprise comme faisant référence à l'expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps, qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l'apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres, et d'autres expressions du genre, y compris l'habillement, le discours ou les manières de se conduire. Bon, vous avez compris quelque chose, non? C'est normal. Donc, on va essayer de voir un peu ce qu'ils disent là. L'identité de genre, c'est donc une expérience intime de son genre, mais le genre n'est pas défini dans les principes de Yogyakarta. C'est donc une expérience, donc l'identité de genre, c'est donc une expérience intime de quelque chose qui n'est pas défini. Bon. L'identité de genre, on nous dit que ça ne correspond pas forcément à des changements corporels, et ça, effectivement, on le voit, ça peut arriver qu'un homme qui a l'apparence d'un homme, qui est habillé comme un homme, il peut déclarer avoir une identité de genre féminine uniquement parce qu'il en a l'expérience intime. D'où le mantra qu'on demande, qu'on essaye de nous obliger à répéter, les femmes trans sont des trans. Alors, ce qu'ils appellent femmes trans, c'est des hommes qui s'identifient comme femmes. Et non, voilà, des femmes trans, ce n'est pas des femmes. Marie, oui. Les femmes trans sont des femmes. Tu as dit les femmes trans sont des trans. Ah oui, bah oui, c'est un lapsus. Oui, dans leur mantra, c'est non, mais j'arrive pas à le dire. Les femmes trans, donc les transactivistes veulent nous obliger à dire que les femmes trans sont des femmes, alors que non, les femmes trans sont des hommes qui s'identifient comme femmes. Merci. Donc, c'est tellement pas logique, voilà, cette phrase. Donc là, vraiment, on est dans un mouvement où le ressenti remplace le réel. Et on en vient à la nouvelle définition, la définition transactiviste du mot femme, qui, selon eux, ce serait toute personne se percevant comme une femme. Alors, on pourrait dire, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un brooklook, un brooklook, c'est toute personne qui se définit comme brooklook. Voilà. On ne sait toujours pas ce que c'est qu'un brooklook. C'est pareil pour les femmes. Ici, il y a aussi autre chose qui revient, c'est l'idée d'une nature féminine qui existerait au-delà de tout ce qui est empiriquement observable qui revient.
La seule différence, parce qu'on l'a vu, il y a M. Zemmour qui dit qu'il y a une nature féminine, qu'elles n'incarnent pas le pouvoir, etc. Alors, il y a une petite différence, mais en gros, c'est le même principe. La seule différence entre la conception transactiviste et la conception zemmourienne de la nature féminine, c'est que l'identité de genre, elle peut s'incarner dans n'importe quel corps, alors que selon Zemmour, non, c'est que l'identité de genre, enfin, l'essence féminine, elle s'incarne dans des corps de femmes et l'essence masculine dans des corps d'hommes. Mais sinon, c'est exactement pareil. Donc voilà, on est avec une notion d'identité de genre qui est totalement subjective et ça pose problème puisque pour définir les droits des femmes, il faut savoir définir le mot femme. Et puis, troisième redéfinition, c'est selon les transactivistes, l'homosexualité ne serait plus basée sur le sexe mais sur l'identité de genre. Et ainsi, il y a beaucoup de lesbiennes qui subissent des pressions puisqu'on leur dit qu'elles devraient considérer comme partenaire potentiel tout homme, enfin toute personne qui se sent femme. Donc, pression contre les lesbiennes qui refusent le pénis. Enfin, de fait, une lesbienne refuse le pénis, mais eux, ils ne comprennent pas. Alors, dans les années 70, les mouvements homosexuels et féministes ont pu développer des solidarités, parce que les lesbiennes, en tant qu'homosexuelles, elles ont pu se rallier aux gays sur la base d'une revendication à la liberté d'aimer. Mais les lesbiennes ont eu aussi un grand rôle dans le MLF, le mouvement de libération des femmes, en prônant l'amitié entre femmes et l'homosocialité. Et ce mot lesbienne, ça avait pour vocation de politiser l'homosexualité féminine comme étant non seulement la liberté d'aimer qui on veut, mais aussi comme une résistance à l'appropriation des femmes. On a parlé tout à l'heure de l'appropriation des femmes. On est en plein dans cette période-là, en fait. Et en fait, là, ce que reprochent les transactivistes, c'est justement cette résistance des lesbiennes à l'appropriation. Et souvent, en fait, dans l'histoire des lesbiennes, quand il y a eu conflit de droits entre les homosexuels et les femmes, il peut y avoir des conflits de droits, les lesbiennes se sont plutôt ralliées à la cause féministe. Alors, dans les années 70, il y a un mouvement qui s'est aggloméré au mouvement homosexuel. Déjà, il y avait déjà des gens qui s'aggloméraient au mouvement homosexuel, c'était les pédocriminels, qui disaient oui, nous aussi, on est une minorité opprimée, donc on a les mêmes droits. Et évidemment, les lesbiennes, comme toutes les féministes, y ont vu une expression de la domination masculine et de l'appropriation par les hommes. Et ça, c'est quand même incroyable alors, le mouvement homosexuel, il y a quand même déjà pas mal, on n'est pas ici pour parler du mouvement homosexuel, mais pour dire quand même qu'il y a déjà pas mal de choses à voir avec les droits des personnes homosexuelles. Et il faut toujours qu'il y ait d'autres gens qui s'agglomèrent. Alors, à un moment donné, ça a été les pédocriminels, et puis là, c'est des personnes qui n'ont rien à voir, puisque dans les personnes les plus activistes parmi les transactivistes, il y a énormément de personnes hétérosexuelles qui agglomèrent le mouvement homosexuel en changeant le nom et en disant non, non, c'est un mouvement LGBT. Je suppose ce que ça veut dire, avec plein de lettres après. Et quand le mouvement dit LGBT revendique le droit pour des hommes gays à disposer des ventres de femmes pour s'assurer une descendance, évidemment, il y a des lesbiennes féministes qui se sont désolidarisées en 2011 et qui ont impulsé la création de la SIAMS, la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Donc, voilà, plusieurs exemples qui montrent que le mouvement lesbien, c'est plutôt un mouvement féministe. Et ce mouvement transactiviste, en redéfinissant le mot lesbienne comme étant toute personne se sentant femme et étant attirée par n'importe quelle personne se sentant femme, ce mouvement transactiviste, il invisibilise complètement la notion de résistance à l'appropriation, pourtant contenue dans le terme lesbienne. Et pourtant, la lesbophobie, ça ne doit pas être compris comme une forme particulière d'homophobie, mais bien comme une des formes de la violence sexuée, c'est-à-dire une violence basée sur l'appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes. Puisque des femmes qui se refusent définitivement aux hommes, c'est un crime de lèse-majesté que les masculinistes comme les transactivistes ne peuvent pas supporter, évidemment. Donc, on voit vraiment qu'il y a ces redéfinitions, elles ont un impact sur les droits des femmes. Alors, c'est la conséquence de ces redéfinitions. Il ne s'agit pas seulement de sémantique, parce que si on n'est plus capable de définir de quoi on parle, évidemment, on ne peut plus penser et donc on ne peut plus agir.
Dans le mouvement transactiviste, les bons sentiments remplacent l'action efficace contre les violences. Et c'est des bons sentiments, mais seulement envers certaines personnes, puisque les féministes subissent des pressions dès qu'on n'adhère pas aux nouvelles définitions fantaisistes que les transactivistes tentent d'imposer. Alors, ils ont inventé une insulte pour désigner les féministes. Alors, je vous montre les images. Voilà, on a un jeune homme qui porte un t-shirt ensanglanté sur lequel il y a marqué « Je tape une TERF ». Les TERF au bûcher, alors ça c'est vraiment une façon très claire de revendiquer un retour aux heures les plus sombres des violences contre les femmes. Donc, il suffit pour être désigné comme TERF et pour subir de l'intimidation, des violences et parfois des menaces de mort ou de viol. Il suffit d'affirmer que les femmes sont des individus femelles adultes, en fait c'est la définition du petit Robert, hein, que les lesbiennes n'aiment pas les pénis, que les enfants sont des enfants, on va y revenir, que la prostitution est une violence envers les femmes. Il suffit de refuser d'admettre que les femmes cis sont privilégiées, parce qu'on nous dit que nous, en tant que femmes cis, on est privilégiées par rapport aux femmes trans. Nous, on est des femmes, hein, voilà. Et il suffit de ça, même d'exprimer le moindre désaccord pour être qualifié de TERF. Voilà. Alors pourtant, ils prétendent défendre les droits des personnes trans, mais ils défendent le droit, en fait, on pourra y revenir si vous voulez, mais moi, je n'utilise pas le mot personne trans puisque ce mot ne veut rien dire. Ça englobe tellement de catégories différentes de personnes que même parfois, certaines personnes, par exemple les transsexuels, sont complètement invisibilisées. Les personnes non conformes aux stéréotypes sont invisibilisées. Donc voilà, ils prétendent défendre les personnes trans sans même être capables de définir une personne trans, puisque selon eux, est trans toute personne qui se définit comme trans, un peu comme les femmes. Alors, il y a vraiment un refus de toute catégorie objective et ça empêche de penser. Ça a un impact sur les droits des femmes à s'occuper des violences spécifiques contre les femmes dans le mouvement féministe qui est considéré comme transphobe. Ça a un impact sur la compréhension par les femmes des violences qui leur sont faites et de leur spécificité, et notamment sur les jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui subissent des violences en fonction de leur sexe. Et quand elles vont sur des sites internet pour pour parler en fait de leurs conditions de femmes, elles tombent sur ces sites-là. Et en fait, on leur dit non, non, c'est pas du tout en fonction de ton sexe, c'est parce qu'en fait, tu dois avoir une caractéristique, tu dois être trans. Donc en fait, ça empêche de penser. Et surtout, c'est encore plus grave pour les jeunes filles. Ça a un impact aussi sur les actions engagées, c'est-à-dire que là, je vois énormément ça fait plusieurs fois que je vois dans des festivals, dans des choses organisées par des groupes proches des transactivistes, des actions contre le harcèlement en soirée, le harcèlement de rue, etc. Et je trouve ça très bien. Sauf qu'en fait, je me dis, mais c'est pas possible, la plupart des violences subies par les femmes, c'est au sein de la famille. Et pourquoi d'un coup on en parle moins? Tout simplement parce qu'en fait, dans ces mouvements-là, ce sont les hommes qui sont au sommet de la hiérarchie et que eux, parce qu'ils peuvent aussi subir des violences s'ils sont habillés pas de manière conforme, eux, les violences qu'ils subissent, c'est plutôt dans la rue ou dans les soirées. Donc, eux, ce qui les intéresse, c'est qu'on agisse contre le harcèlement de rue et contre le harcèlement en soirée, ce qui est très bien. Mais il ne faut pas oublier l'endroit où les femmes subissent le plus. Donc, ça a un impact sur les actions engagées. Les femmes ne peuvent plus se nommer, donc elles ne peuvent plus se penser en tant que catégorie politique, c'est-à-dire elles ne peuvent plus se penser en tant que classe sociale de sexe. Et ils ont inventé une autre catégorie, c'est le mec cis-hétéro. Alors, le mec cis-hétéro, bon, c'est un homme hétérosexuel, hein, alors c'est censé être l'ennemi commun à toutes les autres personnes. Il y a le mec cis-hétéro d'un côté, j'ai entendu dire, hein, et puis de l'autre côté, il y a les femmes, les trans, les homosexuels, on est tous amis, on s'aime beaucoup, il y a une grande solidarité entre nous, voilà, et le méchant, c'est le mec cis-hétéro. Bon, sauf qu'en fait, moi, j'ai pas vu beaucoup de mecs cis-hétéros subir des menaces de mort, hein, c'est pas high punch, heureusement d'ailleurs, hein, je ne serais pas pour qu'on leur pète la gueule, mais je veux dire, juste parce que c'est des mecs cis-hétéros, mais juste, ils mettent pas des t-shirts high punch, non, mecs cis-hétéros, non, c'est high punch, TERF. Donc vraiment, leur vrai ennemi, c'est nous. Mais ils nous font croire que notre ennemi commun, ce serait le mec cis-hétéro. Mais sauf qu'en fait, le mec cis-hétéro, c'est même pas une catégorie objective. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, un mec, moi, il y a des gens que je prends pour un mec cis-hétéro,
Mais en vrai, il peut très bien me dire, mais non, en fait, j'ai toujours été une lesbienne trans. En fait, c'est un mec cis hétéro s'il se perçoit comme mec cis hétéro. Donc, c'est n'importe quoi. C'est pas une catégorie, le mec cis hétéro. En fait, il n'y a jamais de catégorie. Toutes leurs catégories sont subjectives. Donc voilà, on a un ennemi commun, mais qui dépend de sa subjectivité. Et en fait, si ce mec cis hétéro nous dit qu'en réalité, il a toujours été lesbienne trans, il faudrait le croire sur parole. Je ne sais pas si vous vous perdez pas, dites-moi si vous vous perdez dans les sexes, parce que c'est une gymnastique. Hein. Voilà. Donc, cette histoire de mec cis hétéro, ça a pour impact d'invisibiliser la classe sociale des hommes. Parce que le rapport social entre les femmes et les hommes, c'est un rapport d'appropriation. Et ce rapport social, ce n'est pas seulement celui des hommes hétéros. Le rapport social entre les femmes et les hommes, c'est un rapport d'appropriation. Et on n'est pas seulement approprié par les hommes hétérosexuels. Parce que les gays aussi, ils peuvent acheter des enfants en louant une femme. Enfin, je veux dire, ils peuvent aussi s'approprier les utérus des femmes. Les hommes transidentifiés, ils peuvent aussi harceler les lesbiennes. Donc, le mec cis hétéro n'est pas le seul à s'approprier les femmes. C'est la classe entière des hommes. C'est les hommes en tant que classe sociale, en tant que classe sociale de sexe. Donc, en fait, en parlant uniquement, en pointant le mec cis hétéro, ça permet, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, ça permet de faire oublier que tous les autres hommes peuvent potentiellement s'approprier les hommes, les femmes, et peuvent potentiellement voilà, exercer une violence contre nous. Donc voilà, il nous parle du mec cis hétéro, ça permet de faire oublier les violences des autres hommes, mais en réalité, c'est un mouvement non pas contre les mecs cis hétéros, mais contre les femmes, puisque les violences, elles sont prônées contre les femmes. Alors non seulement par appeler à tuer des femmes, appeler à brûler des féministes sur des bûchers, etc., mais aussi en prônant les violences envers les femmes, parce qu'il y a une promotion de la prostitution dans le mouvement transactiviste. Il y a une promotion du BDSM, et une érotisation, une incitation des filles à érotiser leurs souvenirs traumatiques. Il y a des témoignages comme ça de jeunes filles qui sont passées par le mouvement transactiviste et qu'on a incité à érotiser des traumas, en fait. Donc, il y a vraiment une promotion des violences faites aux femmes. Donc, il y a une autre particularité du mouvement transactiviste, c'est que c'est un mouvement qui ne pense plus les rapports sociaux, mais qui pense en termes de privilèges, comme si les individus, c'était des sortes d'atomes isolés les uns des autres, sans aucun lien, sans aucun rapport social entre eux. Donc là, ici, entre les femmes et les hommes, c'est un rapport d'appropriation. Alors, un homme hétérosexuel qui se prétend femme, il cumulerait, selon les transactivistes, 3 points d'oppression. Parce que ce serait une femme, une trans et lesbienne. Donc, il aurait 3 points. Alors qu'une femme hétérosexuelle, elle cumulerait qu'1 point. Donc, elle serait privilégiée. Par contre, dans leur logique à eux, le fait d'être de sexe masculin, c'est jamais considéré comme un privilège. Ouais. En fait, ils renversent complètement la réalité des rapports de pouvoir et ne parlent jamais des rapports de pouvoir. Ils ne parlent que de privilèges et non pas de pouvoir. C'est très individualiste. Donc, les rapports sociaux d'appropriation et d'exploitation, c'est complètement invisibilisé, comme si les individus n'étaient que des atomes isolés, avec certains plus privilégiés que d'autres, mais on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de lien entre eux. Ça permet d'invisibiliser les rapports de pouvoir dont bénéficient les hommes de ce milieu. Parce que dans ce milieu-là, ils sont considérés comme les plus opprimés, donc au sommet de la hiérarchie. Ce qui fait que ces hommes adultes qui transitionnent, ils passent souvent d'un statut de mec cis hétéro, donc soi-disant l'oppresseur universel, à celui de femme lesbienne trans, le top du top, puisqu'ils sont intouchables. Des femmes qui ont eu affaire à ces hommes-là témoignent du fait que ça leur est arrivé qu'accuser ces hommes hétérosexuels qui se prétendent lesbiennes trans, les accuser d'agression, ça reviendrait à ne pas les considérer comme des femmes, donc ça reviendrait à les mégenrer, et donc ce serait considéré comme la pire des violences dans le mouvement transactiviste. C'est vraiment, on silencie complètement les femmes et on silencie complètement les victimes. Ce qui peut être catastrophique puisque, on va le voir dans ce mouvement-là, il y a énormément de transitions de jeunes filles, parce qu'avant, il n'y avait pas de transition d'enfants.
enfin, en tout cas, les transitions, c'était plutôt des hommes adultes et plutôt homosexuels, alors que maintenant, il y a une multiplication exponentielle du nombre de gamines qui transitionnent, et c'était une population qui ne transitionnait pas avant, et beaucoup d'hommes hétérosexuels. Et il semblerait qu'il y ait quand même, que ce soit une grande partie de la population de ce mouvement-là, beaucoup d'hommes 30, 35, 40, 50, 60 ans, et beaucoup d'adolescentes. Donc évidemment, les rapports de pouvoir, si on commence à dire que ces adolescentes, comme c'est des jeunes filles ici, elles sont privilégiées par rapport, bon, voilà, on inverse complètement, on invisibilise complètement les rapports de prédation qui peuvent exister. Alors, voilà, si on définit comme femme toute personne qui se sent femme, ben, la question, c'est comment on fait pour créer des espaces de non-mixité, parce que c'est quand même important, notamment pour s'organiser politiquement, pour accueillir des femmes victimes de violences. Il y a des endroits où ça commence à poser problème, hein, des endroits où, pour faire un espace non mixte, que ce soit pour des victimes de violences dans des prisons, il y a eu, dans les vestiaires, la circulaire Blanquer sur l'éducation nationale stipule que des enfants des deux sexes peuvent dormir dans la même chambre. Il suffit que les autres soient d'accord. Alors en fait, là, on est en train complètement de délaisser, de déléguer la responsabilité de la protection qui incombe aux adultes quand même sur des gamines. Parce qu'on sait très bien qu'une gamine qui dit bah non, j'ai pas envie que cet enfant-là il vienne dans ma chambre parce que c'est un garçon, elle va être qualifiée de TERF. Mais ça, Blanquer, il s'en fout. C'est pas son problème. Lui, il n'a rien à se reprocher. On laisse le choix aux gamines. Bon. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où les droits des femmes à la dignité et à la non-mixité dans certains espaces, il est complètement bafoué. Alors voilà, je vous disais qu'il y a quand même une propagande qui est vraiment très importante envers les adolescents, qui sont quand même de plus en plus nombreuses à transitionner. Il y a plusieurs explications. Pour les transactivistes, c'est simplement parce que avant, il y a toujours eu plein de trans, et puis aujourd'hui, il y a une meilleure acceptation sociale. Pourquoi pas? Sauf que si cette hypothèse était vérifiée, on observerait qu'il y a autant de femmes adultes qui transitionnent que d'adolescentes. Or, ce n'est pas le cas. Donc, l'hypothèse, elle est pas vérifiée. Donc, il y a une autre hypothèse, c'est qu'il y a une contagion sociale, qu'il y a de la propagande sur Internet. Il suffit d'aller sur le site du planning familial pour voir qu'ils expliquent qu'il faut aller dans toutes les écoles pour vérifier que les enfants ne sont pas trans et puis leur demander s'ils sont bien dans le bon corps, etc. Il y a une réelle propagande. Et puis aussi, une autre question, c'est que qu'on remarque, c'est que la plupart de ces jeunes filles qui se déclarent trans, il y en a beaucoup qui sont autistes, qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique. Alors justement, ces gamines qui souffrent de traumatisme, elles vont se renseigner sur Internet, elles tombent sur des gens qui leur disent non, non, c'est pas parce que tu as un trauma que tu es mal dans ton corps, c'est parce qu'en fait, tu es un garçon dans un corps de fille et puis fais-toi couper les seins ou je ne sais quoi, enfin mets-toi un binder, parce qu'il y a toute une propagande. Alors le binder, c'est une espèce c'est l'équivalent du corset, mais au niveau de la poitrine, et ça comprime la poitrine, c'est terrible, ça empêche de respirer, voilà. Il y a beaucoup de lesbiennes, mais comme je vous ai dit, il y a toute une propagande anti-lesbienne dans ce mouvement-là. Et puis donc, il y a deux mouvements qui s'opposent sur la façon d'accueillir ces jeunes qui transitionnent. L'approche affirmative, qui est l'approche des transactivistes, qui consiste à dire un enfant est expert de lui-même et il est capable de s'autodéterminer. Là, ça ressemble vraiment beaucoup à la propagande des années 70 où les gens disaient les enfants sont capables de consentir à tout et n'importe quoi. Dans les années 70, il y avait ce fameux mouvement pédocriminel dont je vous parlais tout à l'heure où les gens disaient mais un enfant, s'il ne veut pas coucher avec un adulte, il suffit qu'il le dise, il est capable de savoir ce qu'il veut. Et là, en fait, on revient à cette façon de penser. Un enfant est capable de dire s'il a envie de prendre des hormones, voilà. Donc, et l'approche exploratoire, donc il y a l'approche affirmative qui consiste à dire un enfant est capable de consentir à tout et n'importe quoi, et l'approche exploratoire consiste à dire un enfant n'est pas un adulte,
Et pourquoi pas, mais ceci, avant de faire des traitements lourds, il va falloir vérifier si c'est bien ça le problème, parce que tout le monde constate que l'enfant ne va pas bien. L'essentiel, c'est que l'enfant aille mieux. Mais le but, ce n'est pas de répondre forcément à une idéologie. Et donc là, en fait, rien que le fait de dire réfléchissons, essayons de trouver la cause du mal-être, c'est considéré comme de la panique morale. Alors c'est marrant parce qu'on utilise les mêmes mots qu'utilisaient les pédocriminels dans les années 70 contre toute personne qui disait que les enfants n'étaient pas capables de consentir à un rapport sexuel avec un adulte. Donc les militants pédocriminels utilisaient l'expression panique morale pour critiquer les gens qui disaient les enfants ne sont pas des adultes, et on revient à la même, on revient sur les mêmes arguments. Donc voilà, les partisans de l'approche exploratoire sont empêchés de parler. Il y a eu des conférences qui ont été attaquées assez violemment par les militants transactivistes. J'ai même entendu dire ce sont nos corps, par des adultes qui disaient ce sont nos corps, ce n'est pas les vôtres. Moi, j'ai répondu non, ce n'est pas nos corps, mais ce n'est pas les vôtres non plus, c'est ceux des enfants. Voilà, il y a une appropriation du corps des enfants par ces gens de cette idéologie. J'ai encore, voilà. J'ai beaucoup de temps. Donc, je vais vous présenter, avant qu'on passe aux questions, les 9 points de la Déclaration des droits des femmes basés sur le sexe. Vous pourrez, alors, on va mettre le lien dans le chat de cette déclaration que vous pouvez signer. Il y a 9 points. Donc, le premier point, c'est les droits des femmes sont basés sur le sexe. Bon, ça, c'est vraiment tout ce que je viens d'expliquer, puisque le sexe, ça désigne des caractéristiques physiques et permanentes qui permettent de distinguer les individus mâles des individus femelles. Et les droits des femmes ne doivent pas porter sur l'identité de genre, mais sur le sexe. Voilà. On subit des violences en fonction de notre sexe et pas en fonction d'un sentiment intime qu'on aurait d'être des femmes ou des je ne sais quoi. Bon. L'article 2 dit que la maternité, c'est un statut exclusivement féminin, puisque effectivement, il y a des droits des femmes basés sur la capacité reproductive, les capacités propres des femmes à porter et donner naissance aux enfants. Et on a besoin de certains services. Donc, l'idée qu'une mère, c'est toute personne qui se sent mère ou je ne sais quoi, bon, non, en fait, une mère, c'est forcément quelqu'un de sexe femelle. L'article 3 réaffirme les droits des femmes et des filles à l'intégrité physique et procréative. Ça consiste à contrôler sa fertilité, mais aussi que cette fertilité, elle soit décidée par la femme et qu'il n'y ait pas d'exploitation commerciale ou autre des capacités biologiques des femmes. Donc, la GPA, la gestation pour autrui, voilà, c'est une façon de dire, c'est une façon qui est très… Il y a vraiment une propagande pro-GPA très présente dans les mouvements transactivistes. L'article 4 réaffirme les droits des femmes à la liberté d'expression et d'opinion, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de dire « je ne crois pas en l'identité de genre », alors qu'on est quand même dans un pays laïque, il s'agit quand même de quelque chose qui relève de la métaphysique. L'identité de genre, c'est métaphysique en fait. C'est parce que c'est quelque chose qu'on peut ni démontrer ni infirmer. Ça, on ne peut pas l'observer. Bon, voilà. On est dans la métaphysique. Donc, on a le droit de ne pas croire en Dieu ou d'y croire. On a le droit de croire à l'identité de genre ou de ne pas y croire. Mais voilà, on ne peut pas nous imposer ça. Et là, en fait, le fait de dire « je ne crois pas à l'identité de genre », je ne crois pas qu'il s'agit d'un homme, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une femme quand un homme se présente à nous, on a le droit de le faire. Et actuellement, on subit des pressions quand on s'exprime. L'article 5 réaffirme le droit des femmes à la liberté de réunion et d'association. C'est-à-dire qu'on a le droit
de se réunir entre femmes, de créer des associations de femmes, des associations de lesbiennes, parce que la discrimination, elle est définie dans le code pénal comme il y a toute une liste de critères, par exemple, il y a le sexe, l'âge, etc., sur lesquels se fonde la discrimination. Il y a un autre article du code pénal qui dit dans quelle situation on va considérer que c'est de la discrimination, par exemple, refus d'accès à un service ou à un bien, etc. Et il y a un autre article qui dit dans le code pénal, oui, mais on ne peut pas punir la discrimination quand il s'agit d'assurer la sécurité des femmes ou quand il s'agit d'assurer voilà, l'intimité des femmes. Je ne sais plus comment c'est tourné, mais en fait, ce n'est pas de la discrimination quand on refuse à un homme dans un service qui est réservé aux femmes. Et le code pénal le dit, en fait. Fermez vos micros. Donc voilà. Je le reprécise parce que eux essayent de nous faire croire que quand on refuse un homme qui se prétend femme dans un lieu qui est réservé aux femmes, c'est de la discrimination, alors que non, même le code pénal dit que non. Le droit à participer à la vie politique sur la base du sexe, alors ben oui, effectivement, il y a des endroits, quand dans certains pays, on a des places attribuées aux hommes et des places attribuées aux femmes en politique, quand on a la parité, ben en fait, c'est sur la base du sexe. En fait, sinon, ça ne sert plus à rien. En fait, si c'est toute personne qui se sent femme, effectivement, il y a eu, vous avez dû le voir circuler, cette vidéo où il y a un présentateur qui accueille plusieurs hommes sur le plateau et il dit bah, c'est dommage, il n'y a pas de femme. Et il y en a un qui lui dit mais monsieur, je suis pas... qu'est-ce qu'il faut dire que je ne suis pas une femme? Il le prend complètement de haut, alors que en fait, c'est un homme. Alors que le présentateur, lui, ce qui l'inquiétait, c'est que les femmes ne s'expriment pas. Et là, on est vraiment dans ce truc-là de dire, les femmes, on s'en fiche qu'elles soient là ou pas, parce que de toute façon, les hommes parlent. Il suffit qu'un homme dise qu'il est une femme pour qu'on dise, oh, bah, ça va, il y a des femmes qui ont parlé. On parle à notre place. L'article 7, c'est la participation au sport et à l'éducation physique, puisque, effectivement, si n'importe quel homme peut se prétendre femme, eh ben, les hommes gagnent les compétitions, forcément. Réaffirmer l'article 8 qui réaffirme la nécessité d'éradiquer la violence à l'égard des femmes. Évidemment, comme je vous parlais tout à l'heure, on a besoin de services non mixtes, notamment pour les femmes victimes de violences. Quand on subit des violences basées sur le sexe, certaines associations peuvent faire un choix différent, mais quand une association fait le choix, qui moi me semble pertinent, de dire ici ce sera accessible uniquement pour les femmes parce que ces femmes ont besoin d'un espace, d'un moment entre femmes parce qu'elles viennent de subir des violences basées sur le sexe. Si ces associations ne peuvent plus le faire parce que n'importe quel homme peut venir et dire qu'il a envie de venir et qu'il se sent femme, c'est catastrophique pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et l'article 9 qui réaffirme le besoin de protection des droits de l'enfant. Donc, c'est important que les enfants apprennent la biologie humaine, qu'on ne leur apprenne pas que... il y a de plus en plus de livres pour les enfants qui leur expliquent que oui, tu as un zizi, mais en fait, c'est peut-être une fille quand même, parce qu'il y a des filles qui sont nées avec ce corps-là, etc. C'est catastrophique, les enfants, comment vous voulez qu'ils y comprennent quelque chose? Déjà, c'est compliqué de comprendre qu'il y a des filles et des garçons, que c'est pas pareil, que certains pourront peut-être porter des enfants et d'autres pas, que quand on est petit, il y a quand même plein de choses à comprendre au niveau de la biologie. Et là, en fait, on leur met le flou avant même qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est que les hommes ou les femmes. Voilà, ce que demande l'article 9, c'est qu'on ne les soumette pas à des discours complètement délirants, qu'on ne les soumette pas à des drogues ou des chirurgies pour les réassigner dans un genre fantasmé. Voilà. Et puis aussi, voilà, ces enfants, ce que je ne vous avais pas dit aussi, parce que je vous ai parlé quand même du parallèle avec la culture pédocriminelle des années 70.
qui niait complètement l'enfance et qui était critiqué par les féministes et les lesbiennes. En fait, il y avait une technique, c'est comme tout mouvement prédateur, il y a toujours des techniques qui reviennent, mais il y avait quand même une technique qui était de faire en sorte que les enfants se sentent appartenir à une élite. Kamenev, par exemple, disait aux enfants sur l'école en bateau, en fait, les autres, ils comprennent pas, ils sont réacs, etc. Et là, c'est un petit peu pareil qui se passe avec les enfants, c'est qu'on va leur faire comprendre que leurs parents, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont cis. Et les personnes cis, bon, ils ne comprennent pas tout, mais bon, voilà, on va complètement dévaloriser les personnes cis, donc les parents, et ça fait que les enfants qui rentrent dans ces mouvements-là n'ont plus accès à la protection de leurs parents, ni à la protection de la société en général. Voilà, donc ça, c'était les 9 articles. Et voilà, c'est un mouvement qui est vraiment dangereux puisque, en plus de tout ça, toute personne, enfin, surtout les féministes qui ne sont pas d'accord, on les qualifie de TERF, il y a des appels au meurtre. Il suffit de dire que les lesbiennes n'aiment pas le pénis, de refuser d'admettre, de dire qu'on est privilégié d'être né avec une vulve parce qu'on est des cis par rapport à ces pauvres femmes qui seraient nées avec un pénis. Et ça suffit à subir des violences. De refuser de militer pour les transitions d'enfants, de vouloir créer des espaces de non-mixité entre femmes, de dire que les femmes subissent des discriminations en fonction du sexe, et ça suffit à provoquer des violences. Voilà,